Si vous posez la question autour de vous, la plupart des gens vous diront qu'ils ont envie de se développer, de gagner plus d'argent, de faire un métier qui leur plaît, d'avoir plus de temps pour eux, pour leur famille, etc. Régulièrement, des sondages nous disent que de nombreux salariés rêvent de devenir patrons, de créer leur propre entreprise et d'être enfin libres. Le problème, c'est qu'entre le rêve de devenir patron et la réalité de l'entreprise, il existe souvent un fossé. La plupart des candidats patrons n'ont pas suffisamment pris en compte que, au-delà de leur maîtrise technique, ils auront un deuxième métier, celui de chef d'entreprise. J'ai grandi auprès de parents qui étaient tous les deux chefs d'entreprise. C'était confortable, on ne manquait pas d'argent, mais le revers de la médaille, c'est que je ne les voyais que très peu. Alors, au moment d'entrer dans la vie active, j'ai décidé de ne pas faire comme eux. Et j'ai choisi le confort du salariat, qui me laissait libre tous les week-ends, qui me permettait de penser à tout à fait autre chose le soir en rentrant chez moi. Puis, vers 50 ans, j'ai finalement changé de voie. J'ai décidé de devenir mon propre patron, mais sans tous les inconvénients que j'avais pu y voir étant plus jeune. Je demande souvent aux dirigeants que j'accompagne s'ils peuvent se permettre d'arriver tous les matins au bureau vers 10h, 10h30, sans que cela nuise à leur entreprise. Ou alors s'ils peuvent se permettre de partir 3 mois, 4 mois en vacances, sans que cela pénalise leur activité. Je vous laisse deviner la réponse. Rares sont ceux qui répondent par l'affirmative. Les modèles de management tels qu'ils sont enseignés dans les écoles, y compris dans les plus grandes, il n'y a pas d'exception, nous mettent en fait sur les rails du salariat. Rares sont ceux qui orientent vers le développement d'affaires rentables et pouvant fonctionner sans la présence du patron. Retenez ces quelques chiffres. Grosso modo, aujourd'hui, en France, 90% des salariés aspirent à devenir patrons. Mais moins de 10% d'entre eux franchiront effectivement le pas. Je connais super bien mon métier, je connais les clients, je connais les fournisseurs, etc., etc. Je vais créer ma propre entreprise. Moins de 5% passeront le cap des 3 ans d'existence. Alors, comment faire pour créer son activité sans en être prisonnier, tout en lui permettant de se développer? Eh bien, il s'agit certainement avant tout d'une question d'état d'esprit. Le mode de pensée de l'employé consiste à gagner de l'argent, gagner sa vie, en travaillant. Je travaille, j'ai un salaire en contrepartie. Puis, un jour, j'en ai assez du salariat, je veux gagner mon indépendance, je m'installe à mon compte. C'est le choix le plus fréquent. Gagner de l'argent, mais de manière indépendante, sans avoir à rendre de compte, ou du moins c'est ce qu'on pense. Le stade supérieur consiste à embaucher, à utiliser le travail des autres pour gagner son argent. C'est le mode de pensée du manager. Embaucher pour créer de la richesse. Les résultats sont généralement moyens, mais beaucoup font le choix d'en rester à ce stade-là. Il existe une étape supérieure, celle de l'entrepreneur. Alors, lui ne se contente pas de générer de l'argent. Il va s'attacher
à faire fructifier son capital. L'objectif des programmes de prestation, c'est de vous permettre de vous hisser jusqu'à ce niveau. Le leitmotiv de l'entrepreneur n'est pas de gérer son entreprise, en tout cas pas seulement, c'est de faire fructifier ce que l'entreprise va lui rapporter. Enfin, il faut aussi considérer un dernier niveau qui propose une autre approche de l'activité. Une fois qu'on a de l'argent, on devient investisseur. C'est une autre vision du développement de l'activité. Dans nos programmes, ce que nous proposons avant même de travailler sur le parcours de développement consiste à écrire votre formule du succès. Quel est votre objectif? Qu'est-ce qui compte pour vous sur le plan personnel et sur le plan professionnel? Quelles sont vos priorités? Il est évident qu'il ne sera pas possible de travailler sur tous les plans en même temps. Donc, fixez vos objectifs et hiérarchisez-les. C'est ce que j'appelle la définition du pourquoi. Pourquoi voulez-vous cela? Pourquoi voulez-vous devenir entrepreneur? Pour l'argent? D'accord. Mais de l'argent, pourquoi? Pour quoi faire? Certainement pas pour construire une collection de billets de banque, alors. Pourquoi? Et c'est seulement après qu'on pourra s'intéresser au comment. Qu'est-ce que vous devrez apprendre? Apprendre est la clé indispensable à tout progrès, à toute évolution. Sans l'acquisition de nouvelles compétences, ou en tout cas des compétences nécessaires, on retombe. On peine, on souffre, et on retombe sur nos vieilles croyances qui nous disent « Tu vois, tu dois travailler encore plus fort, plus longtemps. » Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, le résultat restera le même. Vous l'aurez compris, l'objectif sera donc de modifier nos modes de pensée en apprenant. Quand je pose la question du pourquoi, celle que je viens de poser, se pose également la question du degré de satisfaction actuel. Quand je demande aux dirigeants avec lesquels je travaille s'ils sont satisfaits de leurs résultats, aujourd'hui, les réponses sont souvent non. Bon, c'est vrai que généralement, ceux qui sont satisfaits de leur situation ne m'appellent pas. Se pose alors la question des causes, les causes de leur insatisfaction, au moins sur le plan des résultats. Et dans ce cas-là, la palette des réponses s'étend de je travaille peut-être pas assez, ou je devrais consacrer plus de temps à mon entreprise, etc., jusqu'à c'est la faute à la crise. Ben oui, c'est la crise partout et c'est difficile. Pour schématiser, on peut considérer qu'il existe deux postures différentes face aux difficultés. D'abord, on peut rechercher les causes externes. C'est la faute à la crise, la faute aux fournisseurs, à mes collaborateurs, aux associés, aux banquiers, etc. etc. Et là, croyez-moi, les raisons ne manquent pas. C'est ce qu'on appelle la posture de la victime qui a tendance à renvoyer la responsabilité de sa situation à des causes extérieures. On peut aussi rechercher sa propre part de responsabilité et tirer les leçons de cette situation. Qu'ai-je à apprendre de ça? Comment puis-je éviter de reproduire les mêmes erreurs? Ça, c'est la posture du vainqueur. Tous les grands champions, tous les grands gagnants, et pas seulement en sport, se sont appropriés cette deuxième posture. L'une des clés fondamentales du succès, la recette des grandes réussites, c'est celle-ci. Chercher systématiquement à s'inscrire sur le mode de pensée des vainqueurs. Je ne suis pas satisfait. Où puis-je m'améliorer? Qu'est-ce que je fais de manière incorrecte? Comment puis-je m'améliorer? L'échec n'existe pas. Vous ne réussirez peut-être pas du premier coup, mais si je ne réussis pas, je persévère en apprenant de mes erreurs. Si je tombe, je me relève. Je retombe, je me relève. Et encore, et encore. Alors, quel mode de pensée adopterez-vous?